Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonsoir. L'homme est vraiment étrange, capable d'adorer aujourd'hui ce qu'il piétinait hier, capable d'adorer aujourd'hui ce qu'il piétinait hier et de stipendier aujourd'hui ce qu'il adorait hier. Imprévisible, capable de s'adapter à tout, au pire comme au meilleur, du jour au lendemain. Son esprit et son imaginaire semblent avoir été conçus, ou plutôt conditionnés, de façon à tout accepter, à pouvoir normaliser les plus exorbitantes des situations. Il a beau dire et beau ruer dans les brancards, il finit quand même toujours par tout accepter. Si l'on avait dit à l'Algérien de 1970, par exemple, qui vivait en pleine propagande socialiste, pendant que la nomenclatura menait la Dolce Vita, si on lui avait dit à cet Algérien qu'il viendrait le jour où 500 de ses ministres, 2000 de ses hauts fonctionnaires, plusieurs milliers de ses officiers supérieurs, des milliers de hauts cadres, des centaines de hauts dignitaires du FLN se retrouveraient tous en France avec leurs familles dans des résidences plus ou moins huppées, plus ou moins cossues, est-ce qu'il y aurait cru? Je répète, si on lui avait dit à cet Algérien de 1970 qu'il viendrait le jour où 500 de ses ministres, 2000 de ses hauts fonctionnaires, plusieurs centaines de ses officiers supérieurs, des milliers de hauts cadres, des centaines de hauts dignitaires du FLN se retrouveraient tous en France avec leurs familles dans des résidences plus ou moins huppées, est-ce qu'il y aurait cru? Je ne pense pas. Il aurait pris celui qui lui aurait fait une telle prédiction pour un farfelu, pour une voix de la main étrangère, un réactionnaire comme on disait à l'époque. Pourtant, aujourd'hui, il ne s'en étonne même pas. Et même qu'il accepte, et même qu'il comprend, à la limite, que ces mêmes gens qui ont précipité le pays dans l'anarchie et la malvie puissent refuser de laisser leurs propres enfants se morfondre dans un tel pays qu'ils ont eux-mêmes précipité dans l'anarchie. C'est presque, pour lui, dans l'esprit des gens, une attitude légitime qu'un ex-ministre, un ex-wali, un ex-général, un ex-PDG aille s'installer en France et y faire prospérer ses enfants, dans le même temps qu'il faisait du colonialisme français son registre de commerce. Si on lui avait dit un jour à l'Algérien de 1970 que le jour viendrait où la grande corruption aurait pignon sur rue, que ses dirigeants lui voleraient des milliards de dollars, qu'il gaspillerait des centaines de milliards de dollars pour l'endormir, qu'il vendrait le pays à des pays étrangers, juste parce que ceux-ci les aident à se maintenir à la tête de ce même pays, qu'un invalide serait élu à un 4e mandat juste pour servir de façade institutionnelle à des gens invisibles, que le mensonge devienne un fondement central de l'État. Alors cet homme-là, cet Algérien de 1970, serait alors monté sur ses grands chevaux révolutionnaires et aurait répondu aux farceurs qui lui auraient prédit une telle invraisemblance, de telles invraisemblances, qu'il est très vigilant, qu'il croit en les vertus de la révolution agraire, de la révolution industrielle, de la révolution culturelle, en la gestion socialiste des entreprises, en Soqal Billah, en la légitimité révolutionnaire, en l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en l'indéfectible constance de la famille révolutionnaire, en l'irréversibilité de l'option socialiste, en la création de l'homme nouveau, etc., etc., jusqu'à la fin des autres slogans qui servaient de profession de foi à l'époque du socialisme de la sieste et de la farniente. Pourtant, aujourd'hui, nous avons dépassé de très très loin tout ce que les plus sceptiques Cassandre de l'époque nous avaient annoncé. Jamais un quelconque
opposant, aussi pessimiste eût-il été, n'a imaginé une telle débandade comme celle que nous voyons aujourd'hui. Jamais oiseau de malheur n'a pu oser que le jour viendrait où les beaux slogans creux qui ont servi de discours au régime des années 60 et 70, à nous balader dans les méandres fantaisistes du sursaut révolutionnaire, finiraient dans la poubelle de la médiocratie qui se dandine. Jamais on n'aurait imaginé que le pays engrangerait près de 1000 milliards de dollars en moins de 20 ans, qui seraient dilapidés d'une façon à peine imaginable, après qu'un quart de million d'Algériens eût été massacrés, en gros et dans le détail, sans plus de questions. Jamais on n'aurait cru que la corruption puisse devenir aussi visible, aussi systématique, que les critères d'accession au pouvoir deviennent le mensonge, la malhonnêteté, l'incompétence, la soumission, que des puissances étrangères puissent devenir le principal décideur politique et économique du pays, que des lois soient aménagées sur mesure et à la commande pour permettre d'arroser les économies de ces mêmes puissances, juste pour que celles-ci continuent à soutenir la mafiocratie qui a mis le grappin sur le pays. Nous y sommes aujourd'hui, en plein dedans. Et le pire est à venir, puisque avec la chute des prix du baril, la seule ressource du pays, la seule ressource, le régime ne pourra pas continuer à corrompre d'aussi larges clientèles dans le pays et à l'étranger. Mais c'est justement en prévision des graves turbulences qui vont menacer la stabilité du régime que celui-ci veut mettre en place un vaste dispositif législatif qui puisse lui permettre d'acheter le soutien, voire la complicité active des puissances étrangères en leur permettant de puiser directement et quasiment en dehors de tout contrôle souverain des principales richesses du pays. C'est cela. Ce sont de telles dispositions qui figurent dans le projet de loi des finances 2016, qu'une partie des parlementaires, une partie seulement, a tenté de bloquer en vain, puisque la majorité dont tout le monde sait qu'elle est acquise au régime a adopté. Et le mouvement d'humeur sociale, pour le moins, si je peux dire, qui vient d'éclater à la SNVI de Rouiba, laisse penser que finalement, les Algériens n'ont peut-être pas tout à fait perdu leur capacité à la réactivité. Aujourd'hui. Liberté. Vote chahuté d'un projet de loi de finances controversé, scène de révolte à l'Assemblée. Par MM. El Watan. ZI de Rouiba. Violente émeute entre les travailleurs de la SNVI et les forces de l'ordre. Par R. Koubabi. TSA. Situation tendue à la SNVI de Louiba, affrontements et arrestations. Par Hajer Gnenfa, Walid Hamada et Rimed Boukri. Nous allons voir quelques images de ces rares députés qui ont essayé de forcer un peu les événements pour montrer à l'opinion publique que tout le monde ne marche pas dans ce qui est en train de se préparer, de se perpétrer pour permettre à certains milieux de puiser directement dans les ressources nationales. Nous allons donc voir ces quelques images. Alors, avec nous aujourd'hui, pour en parler, Youssef Aouchi, chargé de la communication d'IFFS, Alger, Soufiane Gilali, président Gil Jadid, Alger, Rachid Malawi, président des
des forces, président de la Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie, la CGATA. J'ai donné la liste par ordre alphabétique. Je vais commencer par Rachid Malawi, que nous perdons, que le téléphone qu'on perd à chaque fois. Rachid Malawi, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Rachid. Je suis content de vous avoir, Rachid. Vous êtes l'un des leaders et des pionniers du syndicalisme libéré, si je puis dire, par opposition au syndicalisme sous contrôle ou au syndicalisme infiltré. Rachid Malawi, alors dites-nous un peu ce qui se passe à la SNVI de Louiba d'abord. Déjà, la SNVI de Louiba, c'est une situation de l'Algérie tout en général. Tout le programme, c'est ce qui s'est passé ces années, pour arriver, c'est une petite démonstration de refus de la société algérienne, de ce bradage de l'économie algérienne et des sociétés publiques, et même, c'est-à-dire même le privé, il a un problème parce que le patronat lui-même, il est en train de manger ses enfants. Donc toute une catastrophe de gestion en Algérie économique et sociale et politique. L'UNTV, c'est une société qui a combattu, qui a participé même au changement démocratique en 88 et que la révolte en 88, le 4, elle est sortie des travailleurs de celui-là, de cette industrie, fière de l'Algérie pour avoir une petite industrie. Que le programme politique... Oui, Rachid Malawi. Est-ce que nous avons perdu Rachid Malawi? On l'a perdu, nous allons essayer de le reprendre. Youssef Aouchiche, chargé de communication du FFS, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour vous, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, Youssef Aouchiche, parlez-nous un peu de ce qui s'est passé au Parlement au sujet de ce projet de la loi des finances. Oh oui, d'accord. Mais juste avant, si vous permettez juste un commentaire par rapport à l'introduction que vous avez faite. Oui, je vous en prie. Avant le début de cette émission, parce qu'à vous entendre, on croirait que les années 60 et 70 c'était des années-lumière en Algérie. Or, nous considérons que ce sont ces années qui ont jeté les jalons de la crise que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, la crise que les Algériennes et les Algériens vivent aujourd'hui, sont la résultante et la continuité de coup de force qui a été perpétuée contre la légitimité populaire en 1962. Donc c'est cette poursuite de coup de force contre la volonté populaire qui nous a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc par rapport à votre question, il y avait un projet de loi de finances comme chaque année qui a été présenté aux parlementaires, donc à l'Assemblée nationale populaire. Ce que nous l'avons étudié, nous considérons que ce projet est anti-national et antisocial. Et parce qu'il contient des dispositions dangereuses, voire compromettantes pour l'avenir de l'économie nationale et pour le caractère social de l'État, ce que nous rejetons, ce que nous révoquons. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ces articles, comme par exemple l'article 71? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions, nous expliquer? L'article 66, parce que nous considérons que l'article 66 qui va ouvrir la voie aux privatisations du peu qui reste du secteur public, nous considérons que c'est un article très très dangereux, parce que nous avons vécu les épisodes des épisodes de privatisation des années 90, par la suite des années 2000, et aujourd'hui le peu qui reste de l'économie nationale et ce qui reste dans les secteurs de souveraineté, on veut le brader encore une fois avec des sommes peut-être insignifiantes. Nous considérons au front des forces socialistes qu'aujourd'hui, que le caractère qu'il faut préserver à tout prix les secteurs de souveraineté et ce qui reste du secteur public national. Mais expliquez-nous un peu, Youssef Aouchiche,
comment le FLN et le RND, qui se qualifient eux-mêmes de forces nationalistes, de mouvements nationalistes, puissent adouber de telles déviations? Je ne peux pas parler au nom du FLN parce que c'est un parti qui se déparlait au nom du pouvoir, c'est un parti majoritaire. C'est vrai qu'il y avait des débats heuleux, il y avait des députés même du FLN qui n'ont pas accepté certains articles. Malheureusement, on a vécu des épisodes, des revirements exceptionnels au sein de la commission finances et budget de l'APN et même des coups de force qui ont été perpétués sur le jour de vote, avec j'attire votre attention que l'article 66, il a été recommandé par la commission de la suppression de cet article et par la suite on se retrouve avec un président de l'APN qui donne la parole au ministre des Finances pour introduire un amendement verbal. Par la suite, on passe au vote cet article. Ça veut dire que on n'a même pas pris en considération ce qui a été retenu au niveau de la commission des finances et budget de l'APN. C'est un mépris d'abord pour l'Assemblée, c'est un mépris aux députés qui ont travaillé pendant plus de 45 jours sur ce projet. Ils ont contesté plusieurs articles que nous considérons, et je pense qu'il y a même des députés du FLN et des partis au pouvoir considèrent qu'il y a vraiment danger dans cette loi. C'est pour cela que au moins le FFS il a pris cette position devant l'histoire et devant le peuple algérien. On ne va pas se dire demain que le FFS a participé au bradage et à la vente de ce qui reste. Mais votre position, justement, la position du FFS, elle n'est pas très, j'allais dire, elle est un peu moyenne. Hein, ça veut dire que finalement, on aurait compris si vous aviez retiré vos députés, par exemple, si vos députés avaient démissionné pour attirer l'attention de l'opinion publique sur la gravité de... Absolument pas. La participation du FFS aux élections législatives obéissait à des enjeux et des logiques tactiques que nous considérons qui sont toujours en vigueur. C'était pour la mobilisation d'abord de la société et pour la mobilisation dans le parti. Donc nous considérons que nous sommes dans les objectifs que nous nous sommes assignés pour la participation aux élections législatives. Pour ce qui est de cette loi, le plus important, que le FFS a été très très clair et la position du FFS elle a été rendue publique par rapport à cette loi, et c'est tout le monde qui est actuellement, je pense, qui partage, même dans la population, qui partage un peu la position du FFS. Oui, mais finalement, votre position, elle est honorable, elle est louable, mais elle n'a pas changé grand-chose puisque la loi a été adoptée. Eh bien, parce qu'il y a, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a une majorité qui a adopté cette loi. Mais excusez-moi, Youssa Ouchiche, de vous pousser un peu vers vos derniers retranchements. J'aimerais comprendre. Ce Parlement a été élu à environ 30% de l'électorat. Ça veut dire déjà, il n'est pas représentatif. 30%, c'est le chiffre donné par le régime lui-même. Il n'est pas représentatif. En plus, ces députés ont été quasiment élus par fraude électorale, par bourrage des urnes, etc. C'est-à-dire que c'est une double illégitimité. Et en plus, aujourd'hui, ils sont dans une dynamique suicidaire, mortifère. Et vous, FFS, vous êtes avec eux, vous vous opposez à ce qu'ils adoptent, à ce qu'ils votent, mais vous ne changez rien à la donne. Donc moi, je suis très étonné que vous continuiez d'accompagner cette dynamique mortifère qui mène l'Algérie droit vers le mur. Absolument pas. Le FFS n'est pas en train d'accompagner une dynamique mortifère. Au contraire, le FFS il est en train de travailler pour susciter une mobilisation au sein de la population, pour créer des rapports de force, pour arriver à un changement pacifique et démocratique. Moi, je ne partage pas, je ne vois pas, je ne partage pas qu'allons-nous faire en tant qu'Algériens aujourd'hui? Qu'allons-nous faire en tant qu'Algériens? Nous sommes en train de travailler, même dans le cadre politique, dans le cadre d'un projet du projet de parti qui porte actuellement sur la reconstruction du consensus national. Nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux, et même
même avec les Algériennes et les Algériens, pour trouver des issues pacifiques et démocratiques à la crise qui touche actuellement le pays. Le FFS vu l'environnement dont nous évoluons aujourd'hui, ne pense pas et ne va pas s'investir dans des stratégies aventureuses qui peuvent se... Youssef Aouchi, je crois qu'on l'a perdu, on essaye de le retrouver. Sofiane Gilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir pour vous, les téléspectateurs, ainsi que vos invités. Merci. Alors, Sofiane Gilali, d'emblée, dites-nous un peu ce que vous pensez de ce qui s'est passé au Parlement, à la Chambre basse, au sujet de ce projet de loi, ce n'est plus un projet, de cette loi des finances 2016, qui a été adoptée finalement. Écoutez, il y a beaucoup à dire. Sur le plan symbolique, je pense que c'était une bonne chose que des députés se révoltent un peu, parce que nous étions fatigués de voir des députés courber les chines et faire le baise-main à tous ces ministres, probablement pour avoir les petites entrées dans les couloirs. Que les députés des Verts, du PT, du FFS, d'El-Bina et de l'Adala aient réagi ainsi, c'est une bonne chose. Maintenant, la mauvaise chose ou la mauvaise nouvelle, bien entendu, c'est que la loi est tout de même passée, et surtout avec certaines dispositions, qu'on aurait pu discuter dans un autre contexte, mais qui là présente de très très graves anomalies. Je ne vous cache pas, j'ai un profond sentiment de la préparation de la dernier acte de la prédation. Je pense qu'à travers l'article 66 qui a été imposé, c'est Sonatrach et le pétrole qui sont visés. Tout cela me rappelle très très fortement la Russie, la Fédération de Russie de Yeltsin, où il y avait le naufrage de l'État avec une épave à la tête de l'État et des oligarques qui s'empiffraient et qui avaient récupéré tout le pétrole des Russes. Nous sommes dans cette étape-là pour l'Algérie, malheureusement. Et je crois qu'on va payer une facture extrêmement lourde avec les apprentis sorciers qui sont à la tête de l'État, à la tête du peu de choses qu'on pourrait appeler ou qui ressembleraient à des institutions. Nous sommes vraiment dans le stade final de la dégénérescence. Restez avec nous, Sofiane Gilali. Nous allons prendre Rachid Malawi parce qu'on le perd à chaque fois. Rachid Malawi, nous venons de vous retrouver. Vous êtes avec nous? Alors, Rachid Malawi, Sofiane Gilali vient de nous dire quelque chose d'extrêmement grave. Il pense que cette nouvelle loi des finances, notamment son article 66, est en train d'ouvrir la voie à quelque chose de nouveau, à une nouvelle étape, l'étape finale, la phase finale, pour vendre l'Algérie, et qui va consister à, en quelque sorte, privatiser Sonatrach, nous dit-il, et d'autres secteurs vitaux du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout est possible maintenant avec ce régime. Tout est possible avec ce régime qui n'a pas d'existence. Et le problème, c'est la faute, déjà, vous m'excusez, mais il y a que les gens, avant, ils ont cru que le système peut changer de l'intérieur. Ils ont participé un peu au vote, aux élections fausses, les élections qui étaient truquées et tout ça, pensant changer de l'intérieur. Et l'intérieur a mangé cette composante qui voulait changer à l'intérieur. Et le peuple est un peu perdu. Mais il faut attention. On a perdu la main. Il y a maintenant l'opposition s'est réveillée, c'est bon. Même les gens qui croyaient en 2014 que ça va faire quelque chose, et ils ont soutenu 2014, ils sont en train de se réveiller. Et le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas la privatisation qui a été faite sauvagement. En 1997, 700 000 travailleurs ont été licenciés parce qu'ils ont privatisé et vendu des entreprises. Ils ont vendu même une expérience des travailleurs à 700 000. Des milliers d'entreprises ont été fermées et vendues en 1997. Et ils ont dit il faut faire ça pour sortir de l'économie industrielle. On n'est pas sorti. Maintenant, on revient à la même chose. On revient à la même chose en disant on a un problème pétrolier, on doit refaire à la privatisation sauvage, globale, sans investissement des sociétés
publiques et sans le remboursement des sociétés publiques. Et malheureusement, il y a des cadres qui sont des entreprises publiques qui sont en train d'aider à brader les sociétés algériennes, à faire de la corruption, à faire pour vendre ces entreprises. Et ça, parce que les cadres sont nommés par ce régime. Ils ne sont pas choisis, et ce n'est pas par l'expérience. Sont nommés, sont choisis pour distribuer, comme ils ont fait en 1997, comme ils ont fait en 1982, où ils ont dit qu'on doit réformer les entreprises nationales, on les rendra des sociétés nationales, on doit les démontrer et les faire des entreprises pour après les vendre facilement, et c'est ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. La question en Égypte, c'est la même chose qui se passe en Égypte. Et l'Égypte a privatisé toutes ses industries et maintenant elle est en embarras, elle est dans une crise catastrophique. Elle a enlevé les subventions pour la population en Égypte et maintenant elle n'est pas sortie de la crise, elle est dans la merde plus que jamais. Donc, Rachid Malawi, au sujet de la SNVI Rouiba. Vous savez que dans le peu de prolétariat qui reste, dans le peu de milieu ouvrier qui reste, la SNVI Rouiba est considérée un peu comme le cœur battant du prolétariat. Oui. C'est elle qui, en octobre 88, a donné le départ vers la révolte du 5 octobre. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une dynamique semblable qui pourrait dégénérer? Oui, on est en dynamique. Parce que là, il y avait deux entreprises, Al-Hajjar, qui voulaient la brader, et après ils ont acheté, elle est déjà bradée, et Rouiba qui voulait détruire ce mouvement militant qui reste et qui ne croit pas au syndicat unique, qu'il a déjà dénoncé plusieurs fois, il a résisté. Et c'est un signal, mais il y a d'autres entreprises qui l'attendent. Il y a d'autres entreprises comme Sonalgas. Et heureusement, il y a un syndicat autonome qui est reconnu et été enregistré et connu, qui est avec nous. Donc, ça va bouger. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont bouger, il n'y a pas de problème. Et justement, on va appeler à l'initiative d'un front de refus. Dans quelques jours, on va faire appel à un front de refus. Ça y est. On attendait la loi de finances. Pour que le peuple comprenne qu'ils reviennent. Parce que les salaires vont diminuer. Pourquoi ils vont diminuer les salaires? Parce que les impôts des salariés vont augmenter. Automatiquement, le salaire va diminuer. Et d'autres choses. Rachid Malawi, je vais revenir à vous dans un instant pour vous demander de nous expliquer ce que c'est que ce front de refus que vous préparez et de nous dire ce que comptent faire les travailleurs de Sonatrach. Je reviens à vous dans un instant. Je reviens à Youssef Aouchiche que nous avons retrouvé. Youssef Aouchiche, Sofiane Gilali vient de nous dire quelque chose de très grave, extrêmement grave. Il pense que l'article 66 a, entre autres buts, celui de brader Sonatrach très vraisemblablement. Vous le pensez, vous aussi ? Nous le pensons également et nous pensons que c'est tout le secteur public qui est visé et c'est toutes les entreprises, ce qui reste des entreprises publiques qui seront visées par cet article. Donc qui ouvre la voie aux privatisations et au bradage, ce qu'on a qualifié de bradage de l'économie nationale et du domaine de l'État. Parce que c'est aujourd'hui on met en garde on met en garde contre cet article qui constitue vraiment une grave atteinte au pays. Restez avec nous, Youssef Aouchiche. Je vais revenir à Sofiane Gilali qui n'a pas pris assez de temps pour s'exprimer. Son temps d'intervention est à peine de 2 minutes. Sofiane Gilali, je reviens à vous au sujet de la terrible révélation que vous venez de nous faire, que l'article 66 prépare vraisemblablement le bradage de très grosses sociétés, dont Sonatrach, qui est la principale société, la principale ressource, la principale société qui exploite la principale ressource du pays. Essayez de nous en dire plus, s'il vous plaît.
Écoutez, ça s'inscrit dans une étape où on a vu une montée en puissance de ce qui est appelé le patronat, mais qui est un patronat de parents illégitimes. C'est un patronat complètement artificiel. Mais on entend sans arrêt M. Haddad exiger l'ouverture du secteur de l'énergie. Il a rencontré il y a quelques semaines à peine le ministre de l'énergie et c'est lui qui a annoncé à la sortie de la rencontre que le secteur va être totalement ouvert à l'investissement privé, ce qui en soi ne m'aurait pas choqué, mais simplement lorsqu'on fait le lien avec cette attitude de vouloir par la loi imposer coûte que coûte et aussi vite l'ouverture du capital de toute société sans exception, il est évident qu'on regarde directement dans cette direction. On n'est pas naïf. Ce qui s'est passé dans les années 97, où tout le patrimoine public a été bazardé au dinar près, au nom d'une libéralisation, mais en réalité on n'a eu aucune libéralisation, on a eu une distribution de monopole du public vers le privé, vers les amis, vers les copains, les coquins qui ont acheté du patrimoine en milliards de dinars, ils l'ont payé au dinar symbolique, de façon totalement occulte. C'est tout ce problème. Avec près d'1 million, de travailleurs licenciés. Bien sûr, au chômage. Ouais. Bien sûr, tout le monde a conscience que le système socialiste tel qu'il fonctionnait n'était qu'une aberration, que de la poudre aux yeux. Mais on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On doit protéger ceux qui travaillent, ceux qui produisent. Et il aurait fallu construire une économie. Moi, ce qui m'étonne, par exemple, entre 1962, mais en réalité à partir de 67, le premier plan triennal, jusqu'en 79, ou fin 78 à la mort de Boumedienne, c'était une période des vaches maigres. Et pourtant, c'est à cette période-là que s'était constitué le tissu industriel. Et c'est à partir de 79-80 qu'une première opération de démantèlement de ce système a été introduite, mais ensuite la vente sans arrêt jusqu'à aujourd'hui. Ça signifie que lorsque l'Algérie ne gagnait rien, il y avait quand même un moyen de constituer un patrimoine industriel aussi obsolète et mal géré qu'on peut le critiquer. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune possibilité de mettre de côté un sou pour investir dans l'infrastructure, la superstructure, dans un tissu industriel, dans une agriculture moderne? On n'a fait que manger le capital des années 70 et le capital qui se trouve sous nos pieds, les richesses. C'est un régime de prédation totale qui n'a plus aucun sentiment patriotique. Il n'est intéressé que par rester jusqu'au bout à la tête du pays. Je rappelle encore une fois l'image hideuse et odieuse de Yeltsin à la fin de ses jours. Nous sommes dans cette situation-là. Sofiane Djilali, que pensez-vous du recours à ce Parlement, à cette Assemblée, qui n'est représentative en rien, puisqu'elle a été élue à peu près, selon les chiffres du régime, à environ 30% de l'électorat. Ça veut dire que c'est la plus grande abstention jamais observée dans le pays. Et en plus, les députés qui s'y trouvent, ils ont acheté leur tête de liste à coups de milliards, les postes, les listes se vendaient aux enchères, comme tout un chacun sait. C'est-à-dire que c'est des secrets de polichinelle. Et c'est avec un tel Parlement qu'ils sont en train de prendre des décisions qui vont décider du sort de tout le pays, de son avenir, de l'avenir de ses enfants. Écoutez, je ne voudrais pas être nihiliste et je voudrais replacer un peu les choses dans leur contexte. Le Parlement, ou plus exactement l'Assemblée basse, l'Assemblée nationale, la Chambre basse, a été élue en mai 2012. Mai 2012, rappelez-vous le contexte. C'était le printemps arabe qui se déroulait. C'était encore une fois les grandes promesses du timonier, père de la nation et petit père des peuples, M. Bouteflika. Il jurait par Dieu, tous les dieux, qu'il n'allait pas faire un 4e mandat. M. Medelsi l'a dit avec une phrase qui est restée célèbre. Il avait dit qu'il ne fallait surtout pas se moquer du monde pour un 4e mandat. Donc, probablement, avec l'ouverture qu'il y avait, beaucoup ont pensé que peut-être le régime avait pris conscience que la situation était devenue trop grave
et que peut-être petit à petit on allait vers une évolution. Ce qui explique la participation de beaucoup de partis. Simplement, le 8 mai 2012, juste à quelques encablures du vote, M. Bouteflika est sorti faire un discours célèbre à Sétif, où non seulement il dit que sa génération tape du Nenha, mais en même temps, il informe que son parti était le FLN. C'était le signal pour qu'il y ait la fraude du siècle, alors que justement, il disait qu'on allait faire un 1er novembre. Voyez comment il utilise le symbole et à quel niveau il met dans sa tête le 1er novembre. Le 1er novembre 54, il le met au niveau de Nejlen, qu'il a lui-même donné comme exemple. C'était la plus grande mascarade. Depuis, nous sommes dans cette situation. Maintenant, l'opposition, que peut-elle faire? On peut tout brûler. Toute l'opposition peut sortir. Entre parenthèses, Djil Jadid n'a pas de députés. Mais ceux qui sont là, ils peuvent s'en aller aussi et puis rentrer chacun chez soi et ne plus parler et peut-être attendre, si c'est possible, une télévision à l'étranger. Mais la phase actuelle nécessite des hommes qui ont le courage de dire ce qui se passe, de dénoncer ce qui se passe, d'avoir un minimum de moyens. Je comprends que certains politiques puissent tenir à ces moyens parce que c'est quelques gouttes pour les faire tenir. Quand je compare notre situation où on marche pieds nus, M. Benchenouf, quand vous n'êtes pas représenté dans les institutions, vous n'avez rien pour vivre sinon de l'oxygène que vous respirez. Donc il ne faut pas mettre systématiquement accabler les partis politiques, ils doivent pouvoir réagir. Et moi je salue hier les députés, quelle que soit leur obédience, même si je ne m'entends pas avec certaines lignes politiques de certains d'entre eux, mais ils ont fait au moins un acte, ils ont montré à l'opinion publique qu'il y avait quelque chose de grave qui se déroulait dans le pays, et rien que pour cela, ils sont quand même utiles. Maintenant, il faut élargir le front de l'opposition. Demain, il y a une réunion de l'instance consultative. Moi, j'appelle le FFS et tous les autres, rejoignez ce front de l'opposition. Non pas un parti politique, ce n'est l'initiative de personne. C'est l'initiative de tous ceux qui veulent un vrai changement de système. Donc arrêtons de faire des débats byzantins, arrêtons de chacun vouloir tirer la couverture à soi. Travaillons tous ensemble. L'essentiel est que nous disons non à ce système, il est temps qu'il s'en aille de la façon la plus paisible. On a exigé une seule chose, mettons en place une commission indépendante qui contrôle les élections, laissons le peuple choisir en toute liberté, sans avoir à trop demander. On sait bien que le FLN roule sur les milliards de dollars. On sait bien qu'il a récupéré les mafieux et ceux qui font semblant d'être des entrepreneurs, mais qui sont des suceurs de sang, qui ont spolié le pays, qui tirent leur argent du trésor public par des contrats gré à gré. Malgré cela, ils ne pourront rien faire. Ils achèteront avec leurs milliards quelques dizaines de voix et le reste s'en ira ailleurs. Restez avec nous, Cheikh Jilali. Restez avec nous. Je reviens à Youssef Aouchiche. Youssef Aouchiche, d'abord, Cheikh Jilali vient d'appeler à un vaste front du refus. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Non, d'abord, un commentaire par rapport à cette normalisation, le fait de mettre tous les députés dans le même sac. Je pense que ça participe à la stratégie du pouvoir de normaliser la vie politique et la vie publique. Et ça participe également au processus de pérennisation du système politique en place. Donc, il faut dire les vérités au peuple algérien que dans cet APN, il y a des députés qui ont été élus et grâce à leur travail, il y a des députés et des parlementaires qui se battent pour l'intérêt de ce pays, qui se battent toujours pour l'intérêt des Algériens et des Algériens. Je pense qu'il faudrait pas parce que c'est l'erreur à ne pas commettre. Ça profite en premier lieu au régime politique en place, le fait de normaliser et de mettre tout le monde dans le même sac, alors que chaque parti a son parcours, chaque parti a ses idées, chaque parti a ses positions, et c'est l'histoire qui on juge lorsqu'on parle de position politique, lorsqu'on parle des positions qui ont été prises par rapport aux différentes questions d'intérêt national. Donc, concernant l'invitation, le FFS d'abord, il tient à son projet de reconstruction de consensus national parce que nous considérons aujourd'hui que c'est la seule solution qui peut
faire sortir le pays de la crise qui vit actuellement. Ensuite, ne pensons pas qu'une commission indépendante des élections ou des élections, quelconque élection, pourront régler la situation dans le pays. C'est pour cela que nous pensons qu'il faudrait continuer de débattre et en associant la majorité des acteurs politiques et sociaux, d'expliquer aux Algériens la nécessité d'aller vers un changement pacifique et démocratique. À ce moment-là, c'est à tous les acteurs d'arrêter les priorités et d'arrêter l'agenda qui pourrait sortir le pays de la crise. Youssef Aouchiche, face à la situation qui est urgente, qui est grave, qui est quasiment désespérée, qu'est-ce que vous pensez entreprendre? Quelles sont les actions concrètes? Je ne parle pas des actions politiciennes ou des visions politiciennes. Des actions concrètes à entreprendre sur le terrain politique, sur la scène politique, en direction de la société algérienne pour essayer d'exorciser ce terrible horizon qui se profile déjà. Non, je pense que tout est lié à l'action politique. On ne peut pas parler d'action urgente sans parler de programme politique, sans parler de projet ou d'une vision politique. Le FFS, il a un projet de société. Le FFS, il a un projet politique qu'il a porté et qu'il a proposé à toute la société et à tous les acteurs. Et le FFS, il croit encore que c'est la seule solution qui peut faire sortir le pays de la crise. Nous avons annoncé la reprise d'un autre ronde de concertation avec les acteurs politiques et sociaux. C'est dans le cadre de la reconstruction et de la recherche des voies qui pourront permettre l'émergence et l'édification de ce consensus national. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler d'action urgente. Bien évidemment, le parti il est en train de mener son travail, qu'il soit de sensibilisation, qu'il soit des sorties sur le terrain, qu'il soit de rencontres avec la population. Donc, c'est tous nos cadres qui sont mobilisés. Rien que pour l'année 2013-2014, nous avons organisé plus de 600 meetings, de rencontres avec la population. Donc, nous avons expliqué notre projet. Et ensuite, là où notre touche a été demandée, on a été... Ah, nous l'avons perdu. Alors, je reviens à Rachid Malawi. Rachid Malawi, vous nous parliez tout à l'heure d'un front du refus. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu et puis que dites-moi aussi, dans la même foulée, ce que pensent faire les travailleurs de Sonatrach. Non, écoute, je ne peux pas détailler puisque l'appel est à l'étude et pour le sortir, il faut qu'on aura tout l'accord des membres de la Confédération, mais l'appel est écrit et est en train d'être discuté pour le front. Le front de fait, c'est un front social et tout ils veulent refuser cette bradage de pays et des entreprises économiques et sociales et même politiques. Donc ça c'est ça l'idée en général, sans s'insérer dans les autres groupes ou les autres initiatives qui sont, on appelle la société civile déjà à construire ce front avec tous les syndicats qui veulent être dans les premiers rangs et les mouvements associatifs le premier cas. Donc c'est un front social de refus qui doit être rejoint. Après, ce sera élargi ou rejoint toute l'initiative. Nous sommes d'accord. Donc, nous sommes d'accord avec toute l'initiative qui va pour le changement pacifique de ce système. Mais on a raté le printemps arabe parce que l'état d'urgence, elle était enlevée parce qu'il y avait des gens qui sont sortis, qu'on a fait l'initiative et qu'on est sorti à la rue pour enlever l'état d'urgence. Et il y avait d'autres choses, mais on a raté cette occasion. Et il y avait des gens qui appelaient que nous sommes des agents de l'étranger. Maintenant, qui est l'étranger? Est-ce que c'est le régime qui est étranger ou nous qui on a appelé au changement pacifique? Donc, on a raté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel qu'on doit dire, il faut arrêter, on est là, on n'est pas mort, on peut résister au changement de brassage de ce pays. Ça, c'est l'essentiel. Par la société, comme toutes les entreprises, comme Sonatrach ou Sonalgaz, ou toutes les centrales hydrauliques qui sont là, on peut dire attention, stop, on va
vous barrez la route de ne pas brader la vie, même si déjà on est sacrifié, même si on sacrifie plus. Mais il faut que tout le monde se met maintenant. On ne doit plus attendre et réflexion sur réflexion. On a des projets, c'est déjà refus de bradage de ce pays, refus de vendre l'Algérie, refus d'appauvrir les travailleurs plus qu'ils ont, refus qu'il n'y a plus d'emplois pour les pré-emplois, pour les diplômés chômeurs. Nous, on organise les diplômés chômeurs vont sortir à la rue. Tout le monde va sortir, ceux qui sont autour de nous. Ça, ils doivent comprendre ce pouvoir. Il y a une résistance. C'est ça l'appel de l'EPI qui va sortir. Et j'espère qu'il y aura une répondance pour sauver ce pauvre Algérie. Merci Rachid Malawi, en espérant vous revoir bientôt. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Soufiane Gilali, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que votre parti va faire? Qu'est-ce que la CLTD va faire? Est-ce que vous avez un discours à l'attention des travailleurs de Sonatrach, par exemple? Je vous en prie. Écoutez, en tant que parti politique, nous ne sommes pas là pour jeter de l'huile sur le feu. Vraiment, quand je prends cet exemple, c'est qu'il y a le feu à la maison. Il n'y a pas de doute et les dangers sont là. Ça, c'est un discours qu'on disait depuis au moins 3 ans, que j'ai eu à chaque fois l'honneur de participer à vos émissions et on n'a pas arrêté d'attirer l'attention et de dire qu'en fin de course, c'est le mur qui est en face de nous. J'ai donné à plusieurs fois l'exemple de cette cabine d'ascenseur dont les câbles ont été coupés et qui est en train de tomber à vive allure. Le moment du crash va arriver et il est pour très bientôt, malheureusement. Donc c'est là où une classe politique mature, majeure, qui arrive à dépasser ses contradictions, qui peut se parler et qui sort surtout des illusions. Parce que les discours de on va construire un consensus alors que la situation est dans cette situation est aussi grave. Je crois qu'il faut aller à l'essentiel maintenant. Il faut dépasser les égoïsmes, il faut dépasser cette histoire de chacun pour soi, son titre, son parti. Il faut aller au-devant des choses. Demain, moi, je défends cette idée-là face à mes collègues de l'IXO. Il faut qu'on se donne la main tous, qu'on élargisse le front de l'opposition. Il faut inclure les vrais syndicalistes. Il faut aller de l'avant, résister et ne pas succomber à la... Merci Soufiane Gilali. Merci Youssef Aouchiche. Merci Rachid Malawi. Je conclurai pour dire que tant ira la cruche à l'eau qu'elle finira par se briser. Tellement de vicissitudes ont secoué la région Maghreb. Tellement de tragédies ont frappé des pays dans leur stabilité, dans leur quiétude. Des despotes ont pourtant été chassés. L'un d'eux a été lynché, en direct, devant des millions de gens. Pourtant, rien ne semble pour autant interpeller le régime algérien. Rien ne semble l'inquiéter. Il continue, tête baissée, nez sur le guidon, à aller droit au mur et entraîner l'avenir du pays dans sa suicidaire fuite en avant. Des voix commencent maintenant à s'élever, y compris venant de ses propres fidèles, pour avertir, pour alerter, pour tenter d'arrêter l'inéluctable débâcle. Pour le moment, la dynamique mortifère est entrée dans une sorte de pilotage automatique, en piqué et à fond la caisse vers le crash annoncé. La société algérienne se réveillera-t-elle à temps avant qu'il ne soit trop tard? Merci d'avoir suivi cette émission en espérant vous revoir demain. Salam alaikum, qawala khair, salama.